Une voix, un style, un musicien génial, original, unique. Prince est mort hier, vous le savez, sans préavis. Il avait à peine 57 ans. Le monde a perdu beaucoup de sa magie. L'hommage est unanime, de Barack Obama à Madonna, en passant par Mick Jagger. Les personnalités et aussi ses millions de fans saluent le Kid de Minneapolis. Un sujet d'Anaïs Renevier. Quel meilleur hommage que la fête pour honorer une dernière fois le roi de la scène. À Minneapolis, où Prince est né et mort à 57 ans, mais aussi partout aux États-Unis, des milliers de fans se sont rassemblés en musique. Ici à Brooklyn, le réalisateur Spike Lee a bouclé tout le quartier pour une soirée improvisée en hommage à son ami. Stupeur donc parmi les célébrités qui ont réagi sur les réseaux sociaux. Mick Jagger, figure des Rolling Stones, se dit choqué d'apprendre la mort de cet artiste au talent infini, alors que le président Barack Obama salue une icône créatrice. La chanteuse Madonna, elle, encense un vrai visionnaire qui a changé le monde. Plus tôt dans la journée, ce sont des fans anonymes et sous le choc qui se sont rassemblés devant la maison du Kid de Minneapolis, sous une pluie triste et fine, à défaut d'être pourpre. Je ne peux pas croire que cela soit vrai. Je ne peux pas croire qu'il soit parti. Je ne peux plus respirer. Je ne peux même plus parler. Le rapport de la police locale précise que le chanteur aurait été retrouvé inconscient dans un des ascenseurs de sa résidence. Les secouristes n'auraient pas réussi à le ranimer. Les circonstances de sa mort n'ont pas encore été précisées. L'autopsie doit avoir lieu ce vendredi. Alors pour commenter la disparition de Prince et son héritage, avec nous Yves Bigot, bonsoir. Bonsoir Xavier. Donc Yves Bigot, directeur général de votre chaîne préférée, TV5 Monde, mais aussi un passionné de musique du XXe siècle, mais pas seulement, du rock, mais pas seulement. Auteur de plusieurs livres, notamment les 50 plus grandes rock stars de l'histoire, plus célèbres que le Christ, et co-auteur d'un dictionnaire du rock. Alors Yves Bigot, quelle place Prince laissera-t-il dans l'histoire de la musique? Une place majeure, hein, déjà Xavier, pour commencer, et puis unique. Alors, beaucoup de rockstars sont uniques, hein, c'est pour ça qu'elles sont aimées pareillement, ce sont des sortes de demi-dieux. Mais Prince, ce qu'il a apporté très particulièrement, c'est lié à sa nature, c'est lié à son origine. D'abord, il est métis. Ensuite, il a grandi, on l'a vu dans ce reportage, à Minneapolis. Il est mort à Minneapolis, hein, donc il est resté très enraciné dans cet État, le Minnesota, qui est au nord des États-Unis, à 150 km de la frontière canadienne, près des Grands Lacs, un endroit de peuplement scandinave. Donc lui, quand il grandit au milieu d'une ville qui est très blanche. Il est un des rares noirs, une des rares familles noires de Minneapolis. Son père est pianiste de jazz, voilà. Et il va se donner comme mission de réunir toutes les musiques américaines, indépendamment de savoir si c'est les musiques qui plaisent aux Noirs ou aux Blancs ou aux autres. Ses idoles, notamment, c'est Sly and the Family Stone, le premier groupe complètement intégré, qui est un groupe où il y a des Noirs, où il y a des Blancs, où il y a des hommes, où il y a des femmes. Et il va répéter ce modèle, il va réconcilier toutes les musiques qu'il aime et qu'il entend en grandissant dans cet environnement très double culturellement. Donc à la fois le funk de James Brown, la guitare psychédélique de Jimi Hendrix, la soul... Il s'est nourri vraiment de toutes les musiques. Oui, la soul de Stevie Wonder, le jazz de Miles Davis, toutes ces idoles, mais aussi les mélodies et les arrangements assez baroques des Beatles, les harmonies très sophistiquées de Johnny Mitchell, les rythmes latins de Santana. Et il voulait lui réunir toutes ces musiques. Et alors, il l'a fait, évidemment, avec la personnalité et la musicalité incroyable qui était la sienne. C'est un musicien. Ah, c'est un musicien. Ouais. Prince, c'est tout pour la musique. Il a très peu de valeur people, comme on dit aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qu'on voyait dans les magazines, ni qu'on voyait sur les plateaux de télé. Au contraire, c'était quelqu'un qui était assez discret, d'ailleurs assez timide en dehors de la scène. Il aimait les concerts des salles assez petites. Alors, c'est-à-dire, il y avait tout. Oui. Voilà, c'est-à-dire il y avait les deux. Vous le voyiez aussi bien au Stade de France, donc devant une foule absolument immense, que dans des clubs, alors au New Morning, ou à 3 reprises, un petit club de jazz à Paris. Il est allé se produire, mais nous on le croisait parce qu'il a habité à Paris, avenue Foch, dans le 8e arrondissement, là, à côté de l'Étoile. Il a même joué au Bataclan aussi. Voilà, mais il a joué au Bataclan, il a joué dans les salles, mais on le voyait dans les boîtes de nuit où il venait écouter de la musique, toujours de manière très discrète, juste avec ses gardes du corps, mais
au bain-douche, au palace, à l'atmosphère. Il se cachait dans un coin. Et d'ailleurs, dès qu'il se sentait un peu repéré, ou si le DJ, le voyant, croyant lui faire plaisir, passait un de ses disques, hop, il disparaissait immédiatement. Mais il a su réunir tous ces styles de musique et puis les transcender de manière unique avec d'abord des spectacles, des concerts très spectaculaires. C'était un multi-instrumentiste aussi. Il jouait aussi bien de la basse, de la batterie que des claviers. Il s'apprêtait à donner une tournée et il devait passer à l'Opéra Garnier. Concert en piano solo, piano-voix, qui a été annulé suite aux attentats du 13 novembre. Mais voilà, il réunissait tout ça dans un personnage, un tout petit bonhomme avec une voix... Oui, il faisait pas 1m60, je crois, c'était un petit bonhomme. Même pas, oui, Ouais. avec une voix comme ça très haute, quasiment une voix de fille. D'ailleurs, il jouait beaucoup sur ce qu'on appelle en littérature ou en psychologie la métathèse sexuelle, que Shakespeare pratiquait beaucoup, c'est-à-dire se mettre dans la peau d'un personnage féminin. Il adorait ça. Alors, à ses débuts aussi, il faut dire qu'il avait une autre particularité, c'est qu'il était de tous les chanteur et de tous les auteurs, celui qui a écrit les textes sexuellement les plus obsédés et les plus créatifs à ce titre. Les plus explicites, ouais. Oui, voilà. Et très créatif, parce qu'il avait vraiment ouais. des idées assez loufoques, on va dire, à ce sujet, jusqu'aux années 90, où là, il est devenu témoin de Jéhovah, et où donc il a été obligé de renier ses chansons, grosso modo, de ses 4 premiers albums. Vous en parlez avec passion. Un mot, Yves, sur sa mort. On a parlé de maladie, d'overdose. Est-ce qu'on en sait un peu plus ? Alors, l'autopsie a lieu en ce moment même à Minneapolis. La seule chose qu'on avait su, c'est que quelques jours auparavant, il avait eu donc une overdose dans un avion en revenant d'un concert à Atlanta. Son avion avait été obligé de se poser en urgence. Les médecins donc, voulaient le garder 24 heures en observation. Il est reparti au bout de 3 heures. Donc, est-ce qu'il y a eu une nouvelle overdose? Est-ce que c'est simplement une crise cardiaque ou consécutive, justement, etc. On sait aussi, mais on ne sait pas si c'était de la com ou si c'était de l'info, qu'il n'arrivait pas à guérir d'une grippe depuis déjà plusieurs semaines, donc qui pouvait masquer une autre maladie plus grave. Ça, je pense qu'on va le savoir dans les heures qui viennent. Oui, ça fera peut-être aussi partie de sa légende. Merci, Bigot. De toute façon. D'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes.